Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Après des semaines difficiles, il est permis d'espérer. Voilà les mots hier de Sébastien Lecornu à la tribune du Sénat. Le Premier ministre veut rester optimiste alors que 2 motions de censure déposées par la France Insoumise et le Rassemblement National menacent de faire chuter son gouvernement ce matin. Bonjour Arthur Delaborde. Bonjour à tous. Journaliste au service politique d'Europe 1. Début des débats prévus à 9h. Arthur, d'abord concrètement, comment va se dérouler le vote de ces motions de censure? Eh bien, c'est un débat commun aux 2 motions qui débutera dans 1 heure dans l'hémicycle. Les présidents de groupe prendront la parole tour à tour avant que le Premier ministre ne conclue les échanges prévus pour durer 2h30. Dans la foulée, la présidente de l'Assemblée ouvrira les votes. Les députés se prononceront d'abord sur la motion de LFI, puis sur celle du RN. Résultat attendu autour de midi et demi. Bon Arthur, est-ce que le gouvernement peut réellement tomber aujourd'hui? Eh bien, le vote s'annonce serré, mais non, le gouvernement ne devrait pas chuter. Selon les décomptes d'Europe 1, la motion de censure déposée par les Insoumis devrait recueillir entre 270 et 282 voix. Pas suffisant pour atteindre les 289 nécessaires pour la faire adopter. Cette motion signée par Mathilde Panot a plus de chances d'aboutir que celle du RN. Une poignée de socialistes ne suivront pas la consigne de leurs dirigeants et voteront la censure. Ce sera le cas du Drômois Paul Christophe et d'au moins 5 élus ultramarins du PS. À droite, entre 1 et 3 députés LR iront aussi à contre-courant de leur groupe. Ils seront probablement autant, entre 1 et 3 au sein du groupe Yacht. Il faudra aussi ajouter les votes d'1 à 3 élus non inscrits. Dans le camp présidentiel, du côté d'Horizon, aucun élu ne votera la censure, malgré les appels de certains amis d'Édouard Philippe à sanctionner la folie de la suspension de la réforme des retraites. Merci Arthur Delaborde. Ouais, ça nous fait une quinzaine quand même de voix incertaines. Alors dans tous les partis, en effet, des socialistes aux républicains, on vient de le voir, ces motions de censure créent des tensions. Chez LR, le président Bruno Retailleau dénonce un pouvoir prêt à lâcher n'importe quoi pour se maintenir à tout prix, fustigeant, je cite, le coût exorbitant de la suspension de la réforme des retraites accordée au PS. Mais dans le même temps, le patron des députés républicains, Laurent Wauquiez, appelle à épargner le Premier ministre. Une véritable cacophonie au sein du parti, Alexandre Chauveau. Depuis que Sébastien Lecornu a lâché la suspension de la réforme des retraites aux socialistes, les boucles internes des Républicains s'emballent. Plusieurs cadres reprochent aux députés le soutien et a fortiori la participation d'LR au gouvernement. Nous sombrons corps et âme dans le naufrage du macronisme, avertit ainsi un président de fédération dans un message qu'Europe 1 a pu consulter. Retour très négatif des adhérents sur la non-censure, s'inquiète un autre. Et symbole du malaise qui gagne le parti, Bruno Retailleau dénonce la mainmise des socialistes sur le gouvernement. Ce sont eux qui imposent les termes du débat, regrette le président des Républicains, qui ajoute ce que la gauche a exigé sur les retraites, elle l'exigera sur tout le reste, y compris sur la lutte contre l'immigration. Bruno Retailleau qui n'appelle pas pour autant clairement à la censure, mais qui insiste sur l'indispensable équilibre du système de retraite. Pour durer quelques mois, l'avenir est sacrifié, prévient-il. Manière de mettre la pression sur les députés, sur qui il n'a pas la main, et tenter de clarifier la position du parti, mise à mal depuis plusieurs jours. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Bon, la position des Républicains pourrait-elle se décaler un peu vers la droite? C'est en tout cas ce qu'espère Éric Ciotti. L'ancien chef de file des Républicains, devenu allié du Rassemblement national lors des dernières législatives, appelle une nouvelle fois Bruno Retailleau et ses troupes à le rejoindre au sein de l'Union des droites. C'est ce qu'il a confié à Laurence Ferrari dans Punchline sur Europe 1 et CNews hier soir. Écoutez. Bruno Retailleau, il m'a pas suivi l'année dernière. Ce fut, je crois aujourd'hui tout le monde peut le reconnaître, une erreur. Je prône l'alliance avec les formations qui me paraissent les plus proches de moi. Je l'ai fait l'année dernière avec le Rassemblement national et j'invite aujourd'hui les LR parce que sur l'immensité des sujets, on pense la même chose et nos électeurs, moi dans mes rues de Nice, ils me disent regroupez-vous. Éric Ciotti hier soir sur Europe 1, interview à retrouver en intégralité sur europe1.fr. Notez qu'hier sur LCI, Jordan Bardella, le président du RN, allié d'Éric Ciotti, a pour sa part exclu toute alliance avec Bruno Retailleau dont il dénonce le manque de crédibilité. Alors un chiffre ce matin à présent sur Europe 1, 2 milliards d'euros par an, c'est ce que coûtent à la France les accords franco-algériens de 1968. La somme révélée dans un rapport parlementaire paru hier et qui pointe une facture astronomique dans un pays pourtant en quête d'économie, Maï-Hélène Trémollet. C'est un rapport qui dresse la liste des avantages dont bénéficient les ressortissants algériens. Accès facilité au séjour, aux aides sociales par exemple. Des avantages qui coûtent à la France chaque année 1,5 à 2 milliards, auxquels s'ajoutent 200 à 300 millions de surcoûts annuels administratifs ou autres. Charles Rodwell, co-rapporteur du texte, dénonce des dérogations sans contrepartie. La France est la seule des parties aujourd'hui à appliquer cet accord.
l'Algérie dénonce une partie des dispositions. C'est ça qui est paradoxal dans cette situation, et notamment pour ceux qui nous traitent de tous les noms parce qu'on veut les remettre en cause. Le rapport rappelle par ailleurs que les étrangers algériens ne sont soumis à aucune des grandes lois adoptées sur l'immigration depuis 2003, comme l'encadrement du regroupement familial par exemple, et déplore un manque de données, mais surtout une volonté des administrations françaises de ne pas les exploiter. Alors Charles Rodwell réclame désormais une dénonciation de ces accords de 1968 et de nouvelles analyses pour que les citoyens algériens n'aient, je cite, ni plus ni moins que les extra-européens résidant en France. Mayalène Trémollet. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h07. Nous partons en Israël. 2 nouvelles dépouilles d'otages ont été rendues par le Hamas hier. Les terroristes palestiniens affirment avoir remis toutes celles auxquelles ils ont pu accéder. La récupération des autres corps, disent-ils, et leur extraction nécessitent des efforts considérables et un équipement spécial. Colère à Tel Aviv qui menace de reprendre les combats à Gaza si toutes les dépouilles ne sont pas rendues. La paix, une nouvelle fois en péril, et les Israéliens inquiets et sceptiques, comme a pu le constater l'envoyé spécial d'Europe 1 à Jérusalem, Cyril de la Morinerie. Devant le mur des lamentations à Jérusalem, des centaines d'Israéliens qui passent sur la tête s'inclinent et prient pour que la paix puisse enfin s'installer en Terre Sainte. Mais beaucoup en doutent, comme Gad, un ancien soldat de Tsahal, envoyé en renfort à Gaza pendant la guerre. Est-ce qu'on peut croire le Hamas ? Il a montré qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. La paix va durer un peu, mais pour combien de temps ? À quelques ruelles de la basilique du Saint-Sépulcre, Gilles discute de l'actualité brûlante avec ses amis. Lui aussi ne croit pas à une paix durable tant que le mouvement islamiste dirige Gaza. J'ai pas confiance au Hamas parce que c'est un mouvement terroriste et qu'on peut pas négocier avec des terroristes parce qu'on veut la paix. Et en face de nous, on a des gens qui sont dans le côté obscur. Or, sans changement profond à Gaza, le peuple juif continuera d'avoir peur, insiste Efrat, une jeune israélienne. Tout commence par l'éducation. Quand on apprendra aux familles de Gaza à ne pas détester les juifs, à vouloir une belle vie, on aura l'espoir d'avoir la paix. Le récit terrifiant des ex-otages lors de leur captivité, le mensonge du Hamas qui n'a pas rendu tous les corps des Israéliens morts à Gaza, rendent cette paix très fragile. Jérusalem, Cyril de la Morinerie, Europe 1. Une pensée ce matin pour tous les enseignants de France, 5 ans après l'assassinat de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Une minute de silence a été observée à sa mémoire mardi dans les collèges et lycées de France. Ce matin, dans le Parisien, aujourd'hui en France, sa sœur Gaëlle Paty estime que ces moments sont parfaitement inutiles, estimant qu'il faudrait à la place des actions collectives à visée pédagogique. Et puis c'est le dernier jour de procès, les derniers jours de procès pour Cédric Jubilard. La cour d'assises du Tarn va rendre son verdict demain. Aujourd'hui, les avocats de la défense vont tenter une ultime fois de convaincre les jurés que leur client n'a pas tué sa femme et qu'il n'a pas fait disparaître son corps fin 2020. Hier, à l'issue de 4 heures de réquisitoire, les avocats généraux ont demandé une peine de 30 ans de réclusion criminelle à son encontre. Écoutez l'avocat des parties civiles, maître Laurent Decaune. Il représente les frères et la sœur de Delphine Jubilard. Si l'attitude de M. Jubilard avait été différente à l'audience, les réquisitions auraient été moins élevées. Mais au regard de ce que nous avons vécu à cette audience et de ce comportement de fuite et d'obstination, de refus des évidences, la peine de 30 ans qui a été requise me paraît correspondre à la réalité, à la gravité du crime et à la personnalité de celui qui l'a commis. On est quand même très haut dans l'échelle de la répression, mais c'est parfaitement légitime et ça a été très structuré et très argumenté. L'éventualité d'un acquittement existe. Nous sommes devant une cour d'assises qui va peser le pour et le contre à l'égard d'un accusé qui est présumé innocent. Il s'agit simplement de peser, maintenant de juger, ce qu'il appartiendra à la cour d'assises de faire. Mais elle le fera en fonction d'une somme d'éléments matériels et psychologiques considérables et je l'imagine très différente de l'image qui en avait été donnée à l'origine à l'extérieur de cette salle d'audience. Maître Laurent Decaune au micro Europe 1 de Stéphane Place. Merci Fanny Marceau. Tout de suite sur Europe 1, Jérôme Guedj est l'invité de Sonia Mabrouk.